Salut, c'est Sam, journaliste à Rolling Stone et WeFM. Vous le savez, chaque vendredi, je vous raconte l'histoire d'un standard des musiques rock. Avec une exception que nous avions entamée pendant le confinement, c'est le décryptage piste par piste d'un album mythique. Or, il y a un enregistrement qui a fêté son 30e anniversaire il y a quelques jours et que vous avez réclamé et décidé sur Tipeee, c'est l'Unplugged d'Eric Clapton. 2, 3, 4. Eric Patrick Clapton, c'est qui? C'est ce Britannique flegmatique, sorte de Matthew Perry qui aurait vieilli prématurément et considéré comme l'un des guitaristes les plus influents de tous les temps. Surnommé Slowhand, ou God, rien que ça, c'est le seul artiste au monde à avoir été intronisé 3 fois au Rock'n'Roll Hall of Fame pour sa carrière solo et puis comme ancien membre des Yardbirds et de Cream. C'est aussi l'un de ceux qui a aidé le reggae à atteindre le marché de masse en 1974 via sa reprise d'I Shot the Sheriff de Bob Marley. Mais malgré ses 18 Grammy Awards et plus de 280 millions d'albums vendus, c'est surtout une vie de malheur, le rejet de sa mère, l'alcoolisme, la drogue, la mort de son fils, divorce, etc. Et oui, si le guitariste américain Muddy Waters se moquait de la génération de Clapton en prétendant qu'elle pouvait bien chanter du blues, mais qu'elle ne chanterait jamais comme lui parce qu'ils n'ont pas assez souffert, eh bien Clapton pourrait justement être l'exception. D'autant que les Britanniques, de The Animals, en passant par les Stones, par Them, eh bien vont s'approprier le genre dans les 60s avec plus d'avidité même que les jeunes américains. Même en ayant perdu de son attrait dès l'arrivée de la pop dans les années 70, ce blues, ça n'a jamais été qu'un simple retour à l'origine de la source rock pour Clapton. C'est aussi un combat intime et idéologique contre la trahison de la musique dite commerciale. Ce sera d'ailleurs la raison pour laquelle Clapton quitte les Yardbirds en 65, dont il ne supporte pas le virage, conseillant alors le futur guitariste de Led Zeppelin comme remplaçant. 27 ans plus tard, quand MTV le sollicite pour un set acoustique dans le cadre d'une émission et que Clapton a sans doute atteint le degré de souffrance nécessaire, eh bien ses travaux sur le genre, qu'il ne cesse d'explorer dans l'intimité, s'exposent alors au grand jour ce 16 janvier 1992. MTV n'a rien inventé en termes de live acoustique, tirant même son concept d'une série de concerts caritatifs antérieurs. Je vous conseille d'ailleurs mon hors-série sur les 40 ans de la chaîne pour ceux qui veulent en savoir plus. Il faut en tout cas comprendre une notion importante. Le public de l'époque sort d'une période folk assez fournie, que l'électro n'est pas encore mainstream et que la formule va surtout permettre de prouver une érudition technique à contrario des décibels de l'époque. Sauf que pour Clapton, si l'exercice est principalement basé sur des reprises de bluesmen, ce seront finalement ses compositions qui vont rester dans la mémoire. D'autant que le guitariste ne va pas seulement reprendre, il va surtout réadapté. Le tout enregistré au Bray Studio, connu alors pour les films de la Hammer, Frankenstein, Dracula, etc. Ce qui est plutôt drôle quand on sait que le bâtiment a autrefois appartenu à l'église, et puis ces lieux sont aussi connus pour les répétitions du concert hommage à Freddie Mercury. Prends ça! Pour sa prestation, Clapton s'est entouré de la crème, des musiciens. Par exemple, un des guitaristes de Roger Waters et Bill Wyman, un percussionniste des Pink Floyd, Sting et George Harrison, un des bassistes de Michael Jackson, Joe Satriani et Stevie Wonder, un des batteurs de Duran Duran, Slash ou Quincy Jones, le pianiste de The Allman Brothers Band, une choriste de Van Morrison, Elton John et George Michael, et enfin une autre des Stones, Bowie ou The Police, qui dit mieux. Alors, commencer par un instrumental fait maison, ça c'est plutôt intéressant. Cet instru, il va permettre autant de prendre ses marques et d'annoncer la couleur via les harmonies, mais surtout, avec ce jeu affûté et cette forte concentration palpable, le morceau d'ouverture présente un nouveau Clapton plus mélancolique, mais plus intime aussi, et la suite ne va certainement pas le contredire. Before you accuse me, take a look at yourself. Deuxième morceau, cette reprise de Bo Diddley, un des pionniers du rock'n'roll et notamment inventeur d'un motif rythmique syncopé qui a influencé de nombreux musiciens.
Ce rythme, donc, qu'il a inventé et inspiré des tambours d'Afrique de l'Ouest, est plus actif et plus compliqué qu'un riff rock, mais moins complexe qu'un rythme afro-cubain. Mais c'est surtout le fruit d'un héritage, hein, ce rythme, comme un rappel de l'esclavage, dont Clapton, en se l'attribuant, eh bien, boucle l'histoire. Cette reprise, c'est aussi l'occasion de remporter rapidement l'adhésion du public. Clapton est en terrain connu, hein, il jouait ce titre idéal pour les jams au début des Yardbirds, puis ça rappelle aussi son statut de guitar héros. Il l'enregistrera d'ailleurs ce titre 4 fois au cours de sa carrière, dont 2 versions électriques, et l'intégrera souvent à ses setlists de concerts. Alors ce coup-ci, pourquoi reprendre Big Bill Broonzy? Eh bien parce que ce bluesman fut l'une des figures de proue du renouveau de la musique folk américaine au XXe siècle, avec des chansons reflétant ses expériences rurales et urbaines. Or, même si l'artiste est considéré comme l'un des 20 meilleurs bluesmen de tous les temps, n'oublions pas qu'en ce début des années 90, la country est oubliée et le blues délaissé. Clapton exhume donc là une partie méconnue de l'histoire des États-Unis, réussissant un équilibre entre des arrangements qui remettent le titre au goût du jour, tout en conservant le goût du bluegrass authentique. Et puis, c'est avant tout une Madeleine de Proust, hein, car c'est la première chanson blues entendue enfant par Clapton, et celle qu'il jouait seul sur ses premières scènes. Bon, ici il est accompagné de 2 guitaristes. Bref, rien de mieux encore que l'intime pour transmettre une émotion juste. Alors, notons tout d'abord que c'est un titre coécrit avec Will Jennings, auteur notamment du titre phare, et c'est pas un jeu de mots, du film Titanic. Alors, ce qui a motivé l'écriture de cette chanson, c'est tout d'abord l'accumulation de drames. Hein. Le décès en hélicoptère du bluesman américain Stevie Ray Vaughan, qui assurait alors les premières parties de Clapton, et puis avec lui, il y a eu aussi la perte du garde du corps, de l'agent et du directeur de tournée du Britannique. Un choc évidemment violent, mais rien en comparaison de la mort du fils de Clapton, qui avait alors 4 ans et qui a chuté depuis le 53e étage d'un building new-yorkais. Pour ne pas sombrer à nouveau dans l'alcool, Clapton s'immerge donc dans la musique, et notamment dans la BO du film Rush, pour lequel il coécrit donc ce Tears in Heaven. On lui doit à la fois à Clapton la mélodie et le premier couplet, avec la difficulté pour Jennings d'essayer de poursuivre ce thème si personnel. Mais bon, l'objectif reste d'exorciser la douleur. La chanson emprunte à Many Rivers to Cross de Jimmy Cliff la progression d'accords et permet de répondre à une question que Clapton se posait depuis la mort de son grand-père. Est-il possible un jour de se revoir? Sans toutefois imaginer que cette introspection serait évidemment publiée. Et puis ce titre a par exemple pris un tout autre sens quand il fut utilisé en hommage pour l'attentat de Manchester et puis une tuerie à Las Vegas pendant le festival Harvest. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu des textes intimes, qui n'avaient finalement pour but qu'une thérapie personnelle. Sa sincérité et l'émotion non feinte permet de mettre des mots sur sa propre douleur et de se l'approprier. La boucle est bouclée. Pas grand chose à dire sur ce titre de Clapton, sauf bien peut-être des paroles marquant la solitude de l'artiste, son regret d'avoir voulu coûte que coûte être libre, de s'être brûlé face à cette liberté, et de comprendre le regard des autres, mais d'avoir surtout envie de faire face seul à ses propres questionnements. De quoi comprendre surtout d'où vient l'expression « avoir le blues ». La reprise de Jimmy Fox est intéressante, tout d'abord parce que ce fut à l'origine un tube des années folles et en pleine prohibition. Les paroles évoquent d'ailleurs justement le point de vue d'un millionnaire de cette époque. C'est donc encore un autre pan de l'histoire américaine qui est ici exhumé. Ensuite, après l'interprétation de Bessie Smith, amplifiée par le crash de la bourse américaine en 29, Clapton l'avait repopularisé quand il jouait avec Derek and the Dominos. Alors certes, la chanson a déjà été reprise par beaucoup de musiciens, mais en la reprenant une nouvelle fois, le guitariste ne dresse pas qu'un pont avec ses expériences passées, il réintroduit le
titre auprès de la génération suivante. Sa version est même un retour aux fondamentaux du morceau. Une progression d'accords en 8 mesures, un chant affecté, des guitares soutenues par un piano qui puise ses influences dans le ragtime, un style précurseur du jazz, puis des paroles évoquant le caractère éphémère de la richesse et de la fausseté des amitiés, en tout cas de certaines, qui sont évidemment des métaphores bienvenues sur la vie du guitariste. C'est surtout un titre que jouait déjà Clapton lors de sa vie étudiante en art à l'université de Kingston, à Londres, attiré alors par le finger picking, c'est-à-dire le fait de simuler la basse, la percussion, l'accompagnement et la mélodie avec une seule guitare. Là encore, c'est donc un retour en arrière, là où tout a commencé. On est sur un ratio blues-douleur qui est plutôt dans le high level. Hein. Le co-auteur, James Beck Jim Gordon, qui fut le batteur de Frank Zappa et de Derek and the Dominos, dans lequel officiait aussi Clapton, ce type a surtout fini schizophrène et il a tué sa mère. L'origine du titre est l'histoire d'amour impossible avec Pattie Boyd, alors Madame George Harrison, le guitariste solo des Beatles, et dont le prénom Leila a été puisé dans un poème persan pour en cacher l'identité. Notons d'ailleurs que ce poème, célèbre dans les pays arabes et puis aussi au Moyen-Orient, ça parle d'un poète fou d'amour pour sa cousine. Clapton, lui, évoque les doutes de l'être aimé et de son refus de s'engager. En 92, quand Clapton exhume ce titre pour MTV, sa version acoustique va à la fois défriser quelques puristes, mais aussi enchanter le public. Le riff d'origine a été remplacé par des accords qui restituent en partie le thème. Les arrangements privilégient plutôt le tempo et de même parfois au standard rock un peu des accents latins. Et puis la tonalité, un octave en dessous du chant, ça offre un ton moins revendicateur. Il y avait d'ailleurs à l'origine une dernière partie au piano qui ne figure pas dans cette seconde version, sans doute parce que Jim Gordon l'aurait a priori subtilisé à sa compagne de l'époque, Rita Coolidge. Alors, bien sûr, il y a quelques erreurs techniques, en simplifiant et ralentissant ce titre, qui d'ailleurs à l'origine était prévu pour davantage de changements entre rythme ternaire et rythme binaire, mais pour moi c'est ce qui en fait d'ailleurs toute son authenticité, un peu comme des frites de taille différentes qui prouvent que l'ensemble a vraiment été découpé main. Et puis, pour la beauté du geste, la résurrection de ce titre intervient 20 ans après la sortie de l'original électrique qui comprenait tout de même 6 pistes de guitare. Pour l'anecdote, la chanson originale n'avait pas eu tant de succès que ça, notamment en raison de sa durée qui limitait sa diffusion à la radio. Quant à Boyd, dont parle la chanson, elle a effectivement divorcé du Beatles en 77, soit 5 ans après la sortie du morceau, et elle a épousé Clapton en 79, avant à nouveau de divorcer 10 ans plus tard. L'occasion d'un nouveau morceau sur le sujet, mais ça on s'en reparle tout à l'heure. Lately I've been running on faith. Alors là c'est un peu différent, Clapton a rencontré l'auteur de cette chanson, écrite spécialement pour lui, après que son label lui a envoyé quelques démos en vue de l'album Behind the Sun, sorti en 85. Alors, il n'y avait pas encore celle-ci, mais l'écriture de Williams correspond tout de suite à la façon de chanter du guitariste. Williams écrira d'ailleurs aussi pour Robert Plant, pour B.B. King, pour Stevie Ray Vaughan, avant de décéder d'un cancer du foie, endetté à cause d'un divorce et d'un litige sur des droits d'auteur. Côté blues, on est bien. Running on Faith, c'est cette chanson donc sur le retour espéré de l'amour et l'espoir qu'il suscite, et puis chanson qui était déjà parue sur Journeyman 3 ans avant Set Employed. Un album où on trouvait aussi Before Accuse Me and All Love, ça on s'en reparle tout à l'heure, dont le genre bluesy se détachait du son pop de l'époque et puis du reste de la playlist de cet album. I woke up this morning. Alors, quoi de mieux qu'une reprise du premier membre et parrain du 27 Club, un pionnier du blues moderne et puis prétendument associé avec le diable. Pour ceux aussi là qui veulent en savoir plus, je les invite à visionner le dessin animé que j'ai réalisé sur l'artiste. Point commun entre Robert Johnson et Clapton, c'est sans doute la dimension nomade, le Britannique ayant aussi fait preuve d'instabilité dans sa carrière en enchaînant, lui, les formations. Et puis Johnson, c'est évidemment le mythe absolu. Acquérir
acquérir sa technique, hein, ce fameux finger picking dont je parlais tout à l'heure, a d'ailleurs obsédé Clapton durant de longues années. De son aveu, il tenta même de s'en approcher pendant toute sa carrière, jusqu'à même lui dédier un centre de désintoxication et un festival. Or, si Walking Blues est certainement un titre de Son House, qu'il a enregistré dans plusieurs versions et sous plusieurs titres, c'est bien celle à ralenti, voire déclamatoire de Robert Johnson, et notamment sa dextérité au bottleneck, ce tube passé sur les cordes pour les faire résonner, et bien c'est ça qui a influencé Clapton. En plus en tout cas que le thème de la résignation des paroles a priori. Alberta, Alberta, where you been so long? Bon là on est sur du blues pure souche, issu de la tradition orale, suffisamment en tout cas pour que l'on ne connaisse pas en fait le véritable auteur de cette complainte réclamant l'être aimé. Tout juste sait-on que eh bien, ce serait sans doute un champ de travail utilisé sur les bateaux à vapeur de l'Ohio. Une chanson devenue populaire lors du regain pour la musique folk américaine dans les années 60, d'où sa reprise par Odetta, par Doc Watson ou encore Bob Dylan, avant que Clapton s'y essaye sur l'album Slow Hand en 77. I got the blues from my baby living by the San Francisco Bay. She taking the ocean line. Un mot d'abord sur Jesse Fuller, véritable homme orchestre, guitare à 12 cordes, harmonica, kazoo, cymbales, etc. C'est le co-inventeur avec sa femme du fagdella, un instrument qui lui permet de simuler un accompagnement à la basse. Bref, un musicien de rue du folklore noir américain. Ce titre, le plus connu de l'auteur, eh bien, il a été repris par Richie Havens, par Janis Joplin, par Paul McCartney, avant que Clapton ne se le réapproprie. Et pour cause, autrefois traité de façon one-man band, y adjoindre plusieurs musiciens permet facilement quelques souplesses et réinterprétations dans les arrangements. Sans surprise, les paroles évoquent encore le départ d'une femme dont l'auteur est encore amoureux et regrette ses actes passés. Je pense qu'on a bien compris le fil rouge de la prestation sur MTV. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. Encore un hommage à Robert Johnson avec cette chanson sur le lait maltais. Vous savez, cette boisson instantanée, sorte de gruau fabriqué à partir d'un mélange d'orge, de farine de blé et de poudre de lait entier. Bon, vu l'impatience du narrateur à réclamer son verre, qu'il faut remuer en permanence et qui lui fait dresser les cheveux sur la tête, je crois que l'on peut facilement conclure sur la signification de la métaphore. Alors, le co-auteur du titre, Robert Cray, a reçu plusieurs Grammy pour ses standards de blues tradi, mais aussi contemporains, et dont la rencontre avec le vétéran texan et bluesman Albert Collins lancera la carrière. Parfait pour un Clapton qui alterne pour sa prestation du blues old school et patrimoniaux, avec des ballades cotonneuses à laquelle Old Love justement appartient. De quoi aussi rendre plus que les origines hommage à la guitare américaine sous toutes ses formes. Old Love évoque donc une nouvelle fois Pattie Boyd, mais prend le contre-pied, je vous le disais, de Layla comme une boucle narrative. C'est une chanson post-divorce, écrite 4 ans avant cette prestation et qui documente donc du coup la fin de cette relation. Boyd regrettera d'ailleurs de ne pas pouvoir y répondre lorsque celle-ci fut éditée sur l'album Journeyman. La version Unplugged apporte une dimension plus intemporelle, avec une vraie alchimie entre les musiciens, en témoigne l'impro du pianiste à la Keith Jarrett, et puis ça permet du coup à Clapton de débrider un peu son interprétation. Le chant, par exemple, est certes moins rugueux qu'en studio, mais il est beaucoup plus inspiré. Well, I roll and I tumble, cried the whole night long. Et oui, beaucoup ont repris ce standard, dont justement d'ailleurs Robert Johnson, Grateful Dead, Bob Dylan ou encore le bluesman Howlin' Wolf, à qui Clapton a payé la tombe. Là encore, ces reprises souvent elles se sont faites avec des paroles ou avec des titres différents. Clapton d'ailleurs lui-même l'a joué avec Cream, et ironie du sort, The Yardbirds, son ancien groupe, la reprendront aussi au départ de Clapton. La version la plus célèbre, ça reste effectivement celle de 1950 de Muddy Waters, une des figures historiques du
Chicago Blues, mais c'est à Humbone Willie Newbern que l'on doit le premier enregistrement en 29. La chanson, composée en clé de La, utilise un accord ouvert et un nombre irrégulier de mesures. Hein. Le tempo, par exemple, lui-même, il démarre à 140 battements par minute et il finit à 158. Et l'utilisation du bottleneck, hein, toujours ce petit tube, eh bien, il est très important. Quant aux paroles, elles parlent encore une fois de rupture, de relations ratées et d'amour déçu. Mais surtout, alors que 3 chansons ont été supprimées de l'enregistrement et après avoir annoncé au public la volonté d'en refaire au moins 5, après une pause, les caméras se sont éteintes. Jusqu'à ce que Clapton fasse irruption avec ce titre impromptu, prenant de court musiciens, spectateurs et réalisateurs, d'où le début un peu brusque de l'enregistrement, entamé au milieu du couplet. Mais c'est bien là l'ultime preuve, à l'image de la prestation générale de cet album, de la sincérité du moment. Allez, quelques fun facts pour finir. Le label n'a jamais cru au succès de cet album, pas plus que Clapton, hein, qui pariait, c'est assez connu, une centaine de livres avec son producteur, qui n'en vendrait pas plus de 5000 exemplaires. Or, le disque n'a pas seulement reçu qu'une pluie de Grammy Awards, c'est surtout le live le plus vendu de tous les temps, avec plus de 28 millions d'exemplaires écoulés. Le billet de 100 livres de Clapton a depuis été encadré. Ensuite, ce que l'on sait peu, c'est que l'enregistrement devait se poursuivre avec une prestation de Lou Reed et devant le même public. Sauf que l'artiste n'est finalement pas venu. Clapton a arrêté de jouer, Tears in Heaven depuis 2004, ne ressentant plus la perte de son fils, voulant pas fausser son interprétation, mais continuant de militer pour sensibiliser à la protection des fenêtres et des portes. Quant à Genesis et Dana Kaye, eh bien, ils ont écrit sur le drame intime du guitariste. Enfin, cet album n'est pas que le témoignage d'une réhabilitation de l'auteur et sa volonté de faire face à ses envies et à ses anciens démons, il a surtout permis de faire redécouvrir tout un patrimoine au grand public dont les années 80 vouaient pourtant à l'extinction. Alors évidemment, cet Unplugged n'a pas freiné l'arrivée des technologies, mais il a permis d'offrir une diversité de choix et c'est ce que j'ai moi-même toujours défendu ici. Voilà, c'est fini. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle quelques petites infos, qu'il y a un nouveau t-shirt dans la boutique UCLA que je vous ai soumis au vote sur les réseaux sociaux. Un petit coucou au groupe 7 Weeks qui m'a envoyé ça, et que je vous recommande. Et puis, vous le savez, il y a toujours la possibilité de me soutenir en faisant connaître la chaîne via YouTube, via le parrainage YouTube, via désormais Patreon, ou alors via Tipeee. Et à vendredi.